Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 30 décembre. C'est officiel, la vaccination contre le Covid-19 favorise la baisse des hospitalisations. C'est en tout cas ce que révèle une étude des HCL, les hospices civils de Lyon. Et malgré tout, les services d'OREA se remplissent aux HCL avec 150 patients. C'est un taux d'occupation de plus de 93%. Les élus réagissent après la décision de l'État de poursuivre les études liées au projet d'aménagement de l'A46 Sud en 2x3 voies et l'extension du nœud de Manicieux. Réaction notamment de Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest, Christophe Bouvier, le maire PS de Chasse-sur-Rhône, ou encore l'écologiste Bruno Bernard, pour qui ce projet d'élargissement va à l'encontre des promesses gouvernementales de privilégier le transport des marchandises par le rail. On connaît la population légale en Auvergne-Rhône-Alpes. L'INSEE vient de livrer les chiffres qui établissent les populations légales des communes au 1er janvier 2022. Lyon et Villeurbanne continuent de croître. Dans ce quart d'heure lyonnais, nous découvrirons également le Bric-à-Bike, un atelier vélo pour faciliter la réinsertion des passagers du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Reportage complet dans cette édition. Et puis l'Olympique lyonnais qui reprend l'entraînement demain matin en pleine flambée épidémique de coronavirus. L'effectif professionnel est directement impacté par la 5e vague. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La vaccination contre le Covid-19 a favorisé une baisse de 98% des hospitalisations en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce que révèlent les hospices civils de Lyon dans une étude publiée en cette fin d'année 2021. À noter aussi une réduction de 21% de l'incidence du Covid-19 grâce au vaccin. Ce résultat n'est pas lié exclusivement à la vaccination, mais à la complémentarité et à la synergie des mesures préventives, mesures barrières, couvre-feu, proposées à la population. C'est ce qu'expliquent les HCL dans cette étude réalisée sur les variants Alpha et Delta. Malgré des mesures qui leur ont permis d'amortir le choc, les services de réanimation se remplissent à nouveau aux HCL avec 150 patients pour 161 lits installés à ce jour. Le taux d'occupation global des services de réanimation y atteint les 93,2%. Le taux d'incidence s'établit, lui, à 1026 pour 100 000 personnes, soit un peu plus d'une personne sur 100 positive au Covid dans le département. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Gilles Gascon avait réagi dès mardi à l'annonce de la décision de l'État de poursuivre les études liées au projet d'aménagement de l'A46 Sud en 2x3 voies, avec aussi l'extension du nœud de Manicieux. Le maire LR de Saint-Priest s'est dit indigné par ce passage en force qui interroge sur le processus démocratique de concertation, dit-il. Gascon qui parle d'un mépris total de 3 mois de concertation des populations locales, des élus et autres associations qui se sont unanimement mobilisées contre le projet. Le bilan de la concertation laissait en effet apparaître 87% des avis contre et 8% seulement pour. Christophe Bouvier, le maire PS de Chasse-sur-Rhône, condamne aussi cette décision de l'État. À l'heure de l'urgence climatique, comment justifier la création d'une nouvelle voie d'autoroute ? Le gouvernement va contre le sens de l'histoire, dit-il. Le président de la métropole dénonce lui aussi une décision du gouvernement qui est anti-climat. L'écologiste Bruno Bernard rappelle que la majorité du conseil métropolitain s'était exprimée contre ce projet d'élargissement au coût très élevé de 250 millions d'euros. Il estime que la poursuite de ce projet va à l'encontre des promesses gouvernementales de privilégier le transport des marchandises par le rail. 8 42 936, c'est la population légale en Auvergne-Rhône-Alpes. L'INSEE vient de livrer les chiffres qui établissent les populations légales au 1er janvier 2022. Sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la population continue d'augmenter sur un rythme plus rapide que dans le reste de la France, avec une croissance de 0,6% en moyenne chaque année entre 2013 et 2019. Auvergne-Rhône-Alpes reste l'une des régions les plus dynamiques de France, avec la Corse, l'Occitanie ou encore les Pays de Loire. La Savoie est le 3e département de France en termes de dynamique, juste derrière la Gironde et la Haute-Garonne. L'Ain et le Rhône font partie également des 10 premiers départements, avec une progression de 0,9%, influencée par les métropoles de Lyon et de Genève. Auvergne-Rhône-Alpes représente un peu plus de 12,3% de la population métropolitaine, mais c'est Rhône-Alpes qui est en forte croissance, avec près de 600 000 habitants supplémentaires depuis 2008. En revanche, l'Auvergne engrange à peine 30 000 habitants supplémentaires sur la même période. 48 477 habitants supplémentaires habitent notre région depuis la précédente année de référence.
En ce qui concerne les communes, le nombre d'habitants est essentiel pour une ville. En effet, il conditionne la dotation que l'État lui versera pour son fonctionnement, le nombre et les indemnités des élus, le mode de scrutin des élections ou encore le nombre de pharmacies ou de débits de tabac qui peuvent s'installer. 4 communes de la région lyonnaise perdent des habitants, Dommartin, Marcy-l'Étoile, Couzon-Mondeur et Fontaine-Saint-Martin. Toutes les autres voient leur population progresser. Plus forte progression pour Sathonay-Camp, plus 5,5% chaque année, grâce notamment à l'urbanisation de l'ancien camp militaire. 523 000 habitants à Lyon, c'est une progression moyenne de 0,7% chaque année. 152 212 habitants très précisément pour Villeurbanne, avec une progression de 0,6% en moyenne chaque année. À noter également 173 800 habitants à Saint-Étienne, c'est une hausse de 0,2%, et 41 100 habitants pour ce qui concerne Bourg-en-Bresse, là c'est une progression de 0,3%. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Avec le vélo, nous faisons un retour à l'authenticité pour préserver le climat et donner un monde meilleur à nos enfants et à nos petits-enfants. Amadou est devenu un véritable ambassadeur du vélo. Il faut dire qu'il est devenu aussi un spécialiste du biclou. Son quotidien, un atelier vélo situé à Gerland. Quand vous prenez un vélo que vous devez réparer, vous le prenez dans le magasin de stockage, vous le faites descendre, vous le mettez sur le pied et vous faites un diagnostic total. Vous regardez ce qu'il y a à changer, si c'est des pièces neuves qu'on va mettre ou c'est des pièces d'occasion. Et vous vérifiez le vélo complètement. La tige, le pédalier, les axes, les cuvettes, les roulements, si tout ça c'est en ordre et c'est bien graissé. Et enfin, quand vous faites le boulot et vous le testez sur le pied et vous le mettez sur terre et vous le testez après, vous rendez le vélo au formateur, c'est eux qui vont valider si le vélo c'est bien fait ou c'est pas fait, ou il y a des trucs à faire. De là, on vous fait une fiche technique qui vous parle comment le vélo a été rénové, quelles sont les pièces neuves ou les pièces d'occasion qui ont été mises. À partir de là, vous faites votre prix et vous le stockez au magasin de vente. Amadou n'est pourtant pas un vélociste professionnel. Originaire de Guinée-Conakry, il arrive en France en 2011 dans le cadre de l'asile politique et se retrouve à La Ruche. Accueilli au foyer Notre-Dame des Sans-Abris, Amadou fait aujourd'hui partie de l'équipe du Bric-à-Bike, en référence au désormais célèbre bric-à-brac du foyer. Ici, pas de meubles, pas de jouets, pas d'électroménager, mais exclusivement des vélos. Vélos classiques, vélos de course, vélos électriques ou pliants. Ces vélos sont collectés pour être revendus au bénéfice du foyer. Vincent Chevalier est responsable du pôle réemploi objet au foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Ce Bric-à-Bike, c'est une boutique où nous collectons, réparons et revendons des vélos d'occasion. On accueille les clients pour qu'ils trouvent leur vélo quand ils souhaitent s'équiper et on répare les pannes, les problèmes que les gens rencontrent sur leur vélo. Alors dans l'équipe, là aujourd'hui, on a 18 personnes qui travaillent quotidiennement à l'atelier vélo. On a 12 stagiaires AVA, donc des stagiaires qui sont en dispositif d'adaptation à la vie active. On a 4 salariés en insertion et 2 encadrants techniques. Quand ils sont accueillis, ils sont une formation pour apprendre à réparer les vélos. C'est Flora et Daniele, nos 2 encadrants techniques, qui les accompagnent dans l'acquisition de compétences sur la réparation de vélos. Puis petit à petit, ils deviennent autonomes pour réparer des vélos de bout en bout et vélos qui sont ensuite remis en vente directement sur place. C'est un cursus qui leur permettra à la terme de trouver du travail, on espère ? Alors on espère évidemment. La pratique du vélo se développe beaucoup. Beaucoup d'ateliers de réparation de vélos cherchent des professionnels sur la réparation de vélos. Donc on espère en effet qu'ils trouveront demain une place dans l'économie classique. Et puis on réfléchit à leur proposer un certificat de qualification professionnelle pour leur permettre de valider des compétences. Donc c'est un dispositif en cours de réflexion et on espère pouvoir proposer des solutions dans ce cadre-là. C'est un travail qui leur plaît quand ils arrivent là, ça se passe comment ? Bon, ça dépend des appétences des uns et des autres, mais généralement ils trouvent leur compte parce que 1, il y a une bonne ambiance, 2, il y a beaucoup d'interactions, et puis 3, c'est un métier assez technique, donc ça demande d'acquérir des compétences. Et puis bien souvent, c'est aussi quand on sait réparer un vélo de bout en bout, on a de quoi être fier. Tout le monde ne sait pas faire ça, donc on espère en effet que ça leur permet, en tout cas, si ça leur permet pas demain de retrouver du travail dans la réparation de vélo, en tout cas
voilà, d'avoir pris confiance en eux, de pouvoir mettre en avant des compétences, des capacités qui pourront demain exploiter dans d'autres domaines. Le bric-à-bike fait renaître l'espoir chez les cabossés de la vie. Grâce à des contrats d'adaptation à la vie active, ils travaillent 12 à 15 heures par semaine pour réapprendre les codes du travail. En quelque sorte, une occupation avant de se réinsérer vers l'emploi. D'autres, en situation de travailler, bénéficient de contrats d'insertion. Flora Sporer est encadrante technique d'insertion au bric-à-bike. Le plus important, c'est d'être présent. Déjà, c'est une grosse qualité. Après, d'être toujours à l'heure, de parler à ses collègues, parce que parfois, il y en a qui restent dans leur coin, d'aller effectivement vers l'autre, d'avoir un esprit d'équipe, de s'entraider. Il y a aussi justifier ses absences, ça, c'est pas du tout inné. De prévenir quand on est absent. Et après, l'idée, c'est vraiment de reprendre confiance en soi aussi, de se rendre compte qu'ils sont capables de faire quelque chose, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas forcément travaillé. Et du coup, ils ont oublié qu'en fait, ils avaient des compétences, et ils pouvaient apprendre des choses, et ils pouvaient mettre de la valeur ajoutée à quelque chose. Et l'idée, c'est qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils retrouvent du travail après. Ça marche à 100% ou il y a des échecs? Alors moi, je ne parlerai pas d'échecs, parce que même si on part après, on retourne. En fait, c'est très différent, nous, de public. Je parlais plutôt pour les salariés d'insertion, c'est plus simple. Soit ils partent en emploi long, c'est CDD plus 6 mois ou CDI, soit ils partent en formation. Par exemple, on a une personne qui parlait pas super bien français, qui s'est quand même beaucoup améliorée à l'atelier, qui a pris des cours de français et tout, mais pour qui c'était compliqué après l'atelier, après ces 2 ans, parce que c'était 2 ans maximum. Il est parti vers une formation longue de français. Officiellement, c'est pas une sortie positive dans les grilles, mais c'est une étape importante pour lui et ça lui a permis de voir aussi ce qui était important à faire d'abord. Il était clair pour lui qu'il devait d'abord faire du français, c'était son choix, avant d'essayer de trouver un emploi. À côté, il gagne quand même sa vie avec Uber Eats. Voilà. Après, il y en a un autre qui est reparti sans rien, c'est son choix et il a arrêté le contrat avec nous parce que ça lui convenait pas. Mais c'est pas non plus un échec parce qu'il s'est quand même rendu compte de ses capacités. Mais il y en a certains qui se sentent un peu infantilisés, le fait d'être suivi par un chargé d'insertion professionnelle et puis se rendre compte qu'en fait, voilà, c'est pas un travail qui leur convient. Si vous voulez parler d'échecs, c'est en gros les personnes qui vont retourner au chômage. Après, c'est pas forcément si on a résolu quand même quelques problématiques avant qu'ils retournent au chômage, c'est déjà pas mal. Certains, ça peut être des problématiques de santé. Ça fait des années qu'ils se sont dit là, je vais pas me faire opérer parce que j'ai pas d'assurance, j'ai pas de machin. Là, au moins, ça leur permet d'avoir une couverture. Ils peuvent faire une opération très importante dans leur vie. Et puis, ça, là, c'est une expérience antérieure dans notre entreprise d'insertion que je vous raconte, mais c'est quand même énorme que cette personne a pu reprendre une vie classique et puis plus tard elle recherchera un emploi tranquillement. Le bric-à-bike est situé au 17 rue de Gerland dans le 7e. Le grand public y est accueilli du mardi au vendredi et certains samedis. On peut y faire réparer son vélo ou y dénicher son nouveau bolide. L'entreprise DOT, qui propose des trottinettes en free-floating à Lyon, prépare une surprise à ses utilisateurs pour la soirée du 31 décembre et le passage à la nouvelle année. DOT va mettre sur 200 trottinettes un petit pack surprise sur les guidons, avec notamment un éthylotest. Les usagers pourront ainsi souffler, évaluer leur niveau d'alcoolémie et adapter leur retour à la maison en trottinette, ou plutôt en taxi, ou encore en transport en commun. Le 24 décembre dernier, le jour du réveillon, la SPA de Lyon est intervenue dans une habitation de Vaux-en-Velin où vivaient plusieurs dizaines d'animaux dans des conditions insalubres. Un logement visiblement abandonné depuis plusieurs semaines. La SPA a pu sauver une vingtaine de nacs, les nouveaux animaux de compagnie. Un lapin, une tortue à ventre rouge, 4 lézards, 12 gerbilles et un octodon. Les 19 rescapés sont au refuge de Brignais. D'autres animaux n'ont en revanche pas survécu à cet abandon. La SPA de Lyon a déposé plainte pour acte de cruauté, mauvais traitement, défaut d'abreuvement et mauvaises conditions de détention. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. L'OL reprend l'entraînement vendredi matin en pleine flambée épidémique du coronavirus. L'effectif professionnel de Peter Bosz est directement impacté par la 5e vague de Covid-19. L'Olympique lyonnais s'est refusé à dévoiler le nombre exact de cas répertoriés. Le club a démenti le chiffre de 7 qui avait été évoqué un peu plus tôt par le journal L'Équipe. Lucas Paqueta aurait été contrôlé positif sur le chemin du retour de Dubaï. Le milieu brésilien serait donc bloqué avec sa famille aux Émirats Arabes Unis, où la quarantaine en cas de positivité lui imposerait de prolonger son séjour au minimum pendant 10 jours. Paqueta manquera, comme l'ensemble des autres cas Covid du groupe, le mini-stage programmé à Murcie en Espagne du 1er au 5 janvier. Une batterie de tests PCR prévue aujourd'hui et demain pourrait mettre en évidence des cas supplémentaires à l'Olympique lyonnais. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une dernière édition de l'année. En attendant, soyez prudents et passez une excellente journée.